Si vous avez des questions avant qu'on reprenne cette dernière session, n'hésitez pas, on a quelques minutes avant l'heure. Je vais partager avec vous les tankas, le tanka que je vous ai montré tout à l'heure. Il est en accès libre. C'est une version électronique, donc c'est pas un peintre physique qui l'a fait. Il doit travailler sur Photoshop, je pense. Et il fait des tankas d'une grande précision. C'est quelqu'un qui réside à Tuchita, dans le nord de l'Espagne, qui est un des centres de la FPMT, qui fait des tankas avec un niveau de détail assez incroyable. Je vais peut-être vous envoyer le lien, comme ça vous pouvez télécharger. Pardon. C'est Digital Tanka. Hop. Alors, tac, tac. Voilà, vous pouvez trouver ici, mais sinon je vais en partager deux, celui-là et celui-ci. Celui-ci, c'est un manjoucherie de la tradition. Je pense que ça doit venir d'Indonésie ou c'est pas de la tradition tibétaine, mais je le trouve très très beau. Les couleurs sont vraiment super, ça doit être peint sur un tissu. Et celui-là, c'est la version électronique. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, ça correspond un peu au thème de la journée, hein. Je ne l'envoie pas seulement pour faire, pour faire joli. Catherine a levé la main. Je vois la main de Catherine, oui? Non, j'ai pas levé la Non? main, c'est parce que j'avançais le doigt vers mon écran, mais j'en profite du coup. Est-ce que on pourrait avoir l'image que tu nous as montrée tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom parce que je le connaissais pas, je suis désolée, qui représente Manjoucherie, elle est en train oui, de, voilà, elle est en train de se télécharger là. d'accord. Vous allez la recevoir. Il y a déjà le premier manjoucherie qui a dû vous parvenir. Voilà. Alors, on va reprendre. Donc, dernière session. Donc, on va arriver à l'expérience et à la conclusion. Donc, je vais reprendre un petit peu juste ce qu'on a déjà vu cet après-midi. Donc, sur la base de la conclusion de ce matin, que la méconnaissance crée potentiellement des expériences insatisfaisantes, l'hypothèse était que se mettre en phase avec la réalité ou réaliser la réalité, c'est pas réaliser la réalité, réaliser la... Ça se dit réaliser la réalité. C'est un peu un pléonasme, ça. Plutôt dire réaliser l'objet comme il existe, détruisait la méconnaissance liée à cet objet et les perturbations mentales qui existaient en dépendance de cet objet. Donc ça, c'est l'hypothèse. On va trouver maintenant dans l'hypothèse l'antidote même à cette méconnaissance. On a vu que la perturbation mentale de la journée, cette émotion perturbatrice, c'est avidya, la méconnaissance. L'antidote, est-ce que ce serait vidya? Alors, je ne sais pas ce que c'est vidya en français. La connaissance, si la connaissance était l'antidote à la méconnaissance, on pourrait dire oui, mais alors c'est comme de dire à quelqu'un de malade, l'antidote à celui qui est malade, c'est d'être en bonne santé. Voilà. Ah bon, d'accord, bah, je suis malade, c'est trop tard. Il fallait être en bonne santé. Quand tu es en bonne santé, c'est l'antidote à la maladie. Mais dès que tu es malade, eh ben, il n'y a plus rien à faire. Non, l'antidote à la maladie, ce n'est pas l'absence de maladie, parce que ce ne serait pas une méthode, ce ne serait pas un antidote. L'antidote, c'est ce qui procure la fin de la maladie.
Donc, on ne peut pas dire vraiment que l'antidote à la méconnaissance, ce soit la connaissance. D'ailleurs, l'antidote à la méconnaissance, ce n'est pas la connaissance. La connaissance, c'est ce qui est généré quand on a appliqué en nous l'antidote. Donc, l'antidote à la méconnaissance, c'est la sagesse. Donc ça, pareil, c'est un mot un peu fourre-tout qui, comme on me l'a rappelé aujourd'hui, pouvait créer des incompréhensions. C'est pour ça que lui aussi, on va le définir. Processus de définition qui est très important, hein, qui n'est pas simplement pour la seule curiosité mentale, c'est parce qu'on a besoin d'avoir dans une direction bien particulière pour trouver cet objet. Qu'est-ce qu'il est? Une direction bien particulière, un plan de route, on pourrait dire. Donc cette sagesse, on pourrait la traduire plus précisément, et je préfère d'ailleurs cette traduction, à conscience discriminante. Parce que quand on entend sagesse comme ça, on a l'impression de se rappeler un peu ce qu'on a dit ce matin, que la méconnaissance, ce n'est pas l'absence d'érudition, et la sagesse, ce n'est pas l'érudition. S'il te plaît, François. Oui. Patrick, je t'écoute, oui. Quand tu dis conscience discriminante, tu veux dire Sherab, alors? C'est pas Yéché, c'est Sherab. Alors, moi, je ne connais pas Nia en sanskrit, malheureusement, mon tibétain est complètement... Oui. Mais je crois que c'est Sherab, oui. Parce que c'est quoi l'autre que tu proposais? Yéché, c'est la sagesse primordiale, et Sherab, c'est la conscience discriminante, justement. Il me semble que c'est Sherab, plutôt. Oui, c'est ça. Oui. À vérifier, parce que je ne suis vraiment pas versé en tibétain, hein. Ni en sanskrit, d'ailleurs. Donc, mais je pense que c'est ça. En tout cas, en sanskrit, c'est pas Nia. C'est la conscience discriminante. Et on va voir ce que c'est la conscience discriminante. Oui, c'est ça, c'est Sherab. Alors, si c'est Pranya en sanskrit, c'est Sherab. Ah, d'accord. OK. Donc, cette sagesse discriminante, qui est l'antidote à la méconnaissance, c'est pas d'être intelligent dans le sens où on l'entend en France, en Occident. C'est pas d'avoir beaucoup de savoir. Pas du tout. On a l'impression que la sagesse, c'est celui qui a un stock comme un disque dur d'informations dans son cerveau, prêt à être... il a toujours la bonne citation. C'est quelqu'un de sage. Non. La sagesse, c'est comme on l'entend chez nous, mais ça n'a absolument rien à voir avec la sagesse comme on l'entend dans le bouddhisme. La sagesse, comme on l'entend dans le bouddhisme, peut être extraordinairement aboutie pour quelqu'un qui a peu de connaissances scripturales, par exemple. La sagesse, ce n'est pas quelque chose de statique. Ce n'est pas une somme de connaissances. La sagesse, ce n'est pas le résultat, enfin, c'est pas le... C'est pas le constat qu'on fait de l'intelligence ou d'une somme de connaissances chez une personne. Voilà, c'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est cet engagement actif de la conscience à déterminer les qualités et les problèmes liés au phénomène, à certains phénomènes. C'est discriminer, en fait, et d'ailleurs, la définition, je vais vous la donner tout de suite, une définition, il ne faut pas voir la définition comme quelque chose d'absolu, c'est une indication qu'on trouve, je crois encore dans l'Abhidharma Samuccaya d'Asanga, qui est que la sagesse explore finement, thoroughly en anglais, elle explore de manière précise les qualités des choses qui doivent être examinées. Elle explore finement les qualités des choses qui doivent être examinées. Et on l'a vu plusieurs fois dans Science de l'esprit, cette sagesse, parce que comme elle est l'antidote à plusieurs choses, dans cette deuxième partie de la journée où on parle de l'antidote, évidemment, elle revient à cette sagesse. Sa fonction est de dépasser le doute.
elle explore finement les qualités des choses qui doivent être examinées. Sa fonction est de dépasser le doute. Voilà la définition, une définition à la conscience. Et ça, c'est l'antidote. On pourrait dire que c'est la médecine, ça. C'est pas la médecine, le médicament plutôt. L'antidote, c'est pas de ne pas être malade. L'antidote, c'est de prendre le médicament qui va mettre fin à cette maladie, à ce virus. Et l'antidote qui va mettre fin à cette méconnaissance, c'est l'activité de la conscience qui va nous remettre en phase avec la réalité, autrement dit, de faire que l'apparence que nous avons soit conforme avec l'objet focal. Qu'il y ait une concordance entre la manière dont les choses nous apparaissent et la manière dont elles existent. Donc ce travail de la conscience qui va discriminer, c'est pas une discrimination morale, c'est dans le sens discriminer, faire des différences, différenciation peut-être, c'est plus une conscience qui différencie, conscience discriminante. Et d'ailleurs, plus on emploie de mots pour essayer de trouver la direction, plus on enrichit la précision de cette chose qu'est la conscience, qu'est la sagesse. Conscience qui différencie. On pourrait dire que c'est de la sagacité? Alors, je crois que la sagacité, il faudrait que je relise bien correctement la définition de la sagacité, mais ça me semble assez proche, oui, en effet. Sagace, c'est être malin, c'est être... Comment tu le verrais, toi, cette sagacité, Marie-Caroline? C'est toi qui poses la question. Ouais, pour moi, sagacité, c'est des vues justes, la justesse. Eh ben, je te remercie de me parler de ça parce que je vais explorer un peu ce que c'est plus en détail ce que c'est la sagacité. Parce que c'est toujours bien d'avoir des mots pour essayer de taper plus juste. Donc, je vais voir si ça correspond bien à la sagacité. Et c'est bien aussi de se servir des mots qui sont disponibles dans la langue française pour enrichir notre compréhension des choses. Le vocabulaire est hyper important. Les mots justes, surtout lorsqu'on voit que les mots qu'on a employés aujourd'hui ne sont pas nécessairement dans l'entendement commun qu'on a de ces choses-là. Donc voilà l'antidote à la méconnaissance. Et c'est ce qu'on a fait un peu ce matin quand on a vu est-ce que c'est le fait qu'à la fin de la journée, quelqu'un va venir me chasser du centre qui procure l'insatisfaction, ou est-ce que c'est le résultat de ma projection de permanence? Et ce qui va essayer de faire la vérité là-dedans, de voir est-ce que c'est l'événement lui-même ou ma projection qui a causé cette expérience insatisfaisante, qu'est-ce qui va permettre d'arriver à une conclusion? C'est ma sagesse, c'est-à-dire c'est le travail de mon esprit pour différencier les qualités des choses, pour reconnaître les qualités des choses, pour différencier les choses les unes avec les autres, pour faire un peu plus de lumière entre ce qui est vrai, ce qui possède des qualités, ce qui n'en possède pas, ce qui possède des qualités alors que j'avais l'impression que ça avait des défauts, les choses qui possèdent des défauts alors que je projetais sur elles des qualités, savoir faire la lumière entre les choses comme elles apparaissent et les choses comme elles existent. Ça, c'est tout le travail de la discrimination, de la différenciation de ce qu'on appelle la sagesse. François, est-ce que je peux... Pardon. Oui, bien sûr. En fait, c'est peut-être là le côté de comprendre, réaliser la différence avec le côté intellectuel. On peut très bien comprendre qu'une personne soit impermanente. D'accord? Vraiment, j'ai travaillé, je vois que la personne est impermanente. J'ai eu de nombreuses expériences de l'impermanence des gens. Ce n'est pas pour autant que quand un proche va partir, ça va m'enlever une perturbation mentale.
Et même si c'était notre groupe de discussion, ça va peut-être nous permettre à prendre du recul, de la distance, mais je trouve que le chemin est encore très très loin avec le fait de ne pas avoir de perturbation mentale. Mais peut-être que c'est ça le souci. Peut-être qu'il ne faut pas viser ne plus avoir de perturbation mentale, mais savoir juste que c'en est une. J'en sais rien. J'ai plein de questions et puis du coup, c'est Mais pas c'est forcément… c'est une très bonne question. Ce qu'on voit aujourd'hui, il y a différents types de sagesse. Et d'ailleurs, c'est une très bonne transition. Il y a différents types de sagesse. Il y a la sagesse qui naît de l'écoute. C'est ce qu'on active aujourd'hui les uns les autres. En s'écoutant les uns les autres, on perçoit des informations qu'on comprend, qui font sens ou pas. Et ça, c'est déjà une forme de sagesse qui est activée. On fait quand même un peu plus de lumière sur cette chose qu'est la méconnaissance aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas à même de transformer profondément le comportement, la vision des choses. Ce n'est pas quelque chose de suffisamment profond. En plus de ça, il faut activer cette sagesse née de la contemplation. La sagesse née de la contemplation, c'est celle qui, lorsqu'on a reçu des informations, qu'on a entendu des enseignements, on va les malaxer, on va faire comme de l'or qu'on essaie de purifier, on va les organiser, les différencier, les comparer les uns avec les autres, prendre différentes sources, voir est-ce que ça fait du sens, jusqu'à dépasser le doute. La sagesse née de la contemplation, c'est celle qui est née de toute la logique qu'on va mettre pour essayer de le comprendre vraiment. Et ça, ce n'est pas suffisant. Il faut la sagesse née de la méditation. Parce que ce qui manque au seul contenu intellectuel, c'est cette capacité transformatrice. La capacité transformatrice, elle ne vient pas simplement quand les choses font sens logiquement, parce que vous l'avez dit, ah oui, moi je peux comprendre que les êtres autour de moi sont faits de l'impermanence. Mais ça, on peut dire qu'on le comprend de manière assez superficielle. De temps en temps, on pose l'esprit dessus quelques minutes, et oui, on se dit, bon, les choses sont impermanentes, mais cette connaissance ne s'est pas déployée totalement dans notre esprit avec toute sa clarté. Et pour ça, il faut la sagesse qui est née de la méditation, c'est-à-dire il faut réfléchir avec un esprit qui a développé cette concentration qui fait naître dans l'esprit une telle clarté que l'évidence de cette clarté va transformer notre comportement beaucoup plus profondément que simplement quand on est distrait, que les choses font sens parce qu'on y passe quelques secondes. Donc, cette sagesse de la méditation, elle vient en lien avec deux autres entraînements qui sont l'entraînement à la discipline éthique, qui diminue la capacité de nos perturbations mentales à perturber le continuum mental. Elle vient en lien avec la concentration qui va diminuer la manifestation de ces perturbations mentales, mais qui va surtout augmenter la clarté mentale qui, lorsqu'on va essayer d'analyser quelque chose, on va avoir une telle réalité, un tel réalisme de détail. On va passer en HD, là, on va être vraiment, c'est le 4K, c'est une finesse de détail, comme si c'était devant nous. La conclusion de l'expérience qu'on va faire dans la méditation ne va pas être simplement de dire « Ah ouais, bon, ouais, c'est vrai, les choses sont impermanentes. Bon, ok. Bon, bah, je vais aller quand même, je vais aller courir, je vais faire un petit gâteau. » Non, là, on va se dire, mais c'est un entraînement, c'est une familiarisation. On va se dire, mais c'est la manière dont les choses existent et ça transforme. Les implications vont transformer de bout en bout notre mode d'activité, notre mode de pensée, notre mode de parler. Mais ça, c'est en lien avec une concentration profonde. Ce n'est pas simplement de comprendre les choses, c'est les comprendre avec cet esprit bien particulier, calmé, détendu, qui aura développé cette stabilité, cette clarté, cette détente qui fait qu'au moment où on va poser l'esprit, on ne va pas être… Parce que très souvent, quand on pense à quelque chose, c'est comme si on regardait la télé dans un grand 8, par exemple, avec une cassette VHS. Alors, bon, on voit un truc, ça fait… On voit le son qui sort avec des vieux haut-parleurs. La qualité, on ne voit pas ce qui se passe vraiment dans le film. Là, on est à la géode, on est avec des lunettes 3D.
Là, on avait quelque chose dont le réalisme nous apparaît dans dans toute sa vérité. Et ça, le pouvoir transformateur de ça est beaucoup plus fort. Donc, pour dire que cette sagesse, elle doit être conjointe aux deux autres entraînements, c'est ce que je voulais voir dans la conclusion, mais on peut le voir maintenant, c'est pas un problème. Il faut conjoindre ça à la capacité à générer des états d'esprit suffisamment calmes pour pouvoir faire résonner en nous ces vérités. Et François, est-ce que dans ma deuxième interrogation, c'était est-ce que le but, c'est d'être détaché des perturbations mentales ou de ne plus en avoir? En fait, la réalisation de la sagesse, on arrive à quoi? Ne plus en avoir ou savoir que ce sont que des perturbations et les laisser passer comme un nuage? D'accord. Ou c'est en deux temps? Alors on peut dire que c'est en deux temps. On commence par d'abord voir que ces perturbations sont un problème à travers la discipline éthique, par exemple. On voit que c'est un problème. Bon, d'accord. Elles sont toujours là, mais on voit que c'est un problème. On cesse de s'engager, on cesse de leur faire confiance à ces choses-là. Cette hostilité que j'ai en moi, je sais que je ne vais pas aller dans son sens à chaque fois que je l'ai, cette hostilité, parce que je sais que ça procure des problèmes pour moi, pour les autres. Ça me fait agir de manière inconsistante, je le regrette plus tard. Non, je vais essayer de prendre une distance entre ces émotions que je vis et la réaction, et moi, mon jugement. Ça, c'est une première étape. Et puis après, on développe un peu de calme mental. Ces perturbations se calment complètement, mais elles sont encore soit là, soit leur manifestation a été coupée, mais leur potentiel est encore là, leurs graines sont encore ici. Et puis, petit à petit, ces choses-là cessent de nous perturber même quand elles apparaissent. Quand on a acquis le calme mental, ces choses-là cessent de vraiment… C'est simplement, on n'y fait presque plus attention. Mais elles ont toujours ce potentiel d'apparaître. Et la sagesse, réalisant la réalité de manière directe, ce qu'on appelle le chemin de la vision, quand on réalise ça de manière directe, on commence à déconstruire ces choses-là de manière à ce qu'elles puissent jamais plus apparaître. Donc la finalité, c'est de les détruire totalement. De les détruire totalement, de faire que le continuum mental soit plus du tout associé à aucune de ces perturbations mentales. Mais on ne les détruit pas avec une Kalachnikov, on les détruit avec l'outil de la sagesse, on ne les détruit pas en luttant avec haine contre ces choses-là, on détruit avec la compréhension profonde de leur mode de fonctionnement. Merci Donc, beaucoup, François. Oui. Je t'en prie. J'entends quelqu'un qui veut quelque chose, non? D'accord. Bon, alors, donc cette sagesse, voilà l'antidote à la méconnaissance. Donc maintenant, on va passer à l'expérience. Et c'est un peu faire ce qu'on a fait ce matin. Comment on va réussir à faire en sorte de reprendre la voie de se mettre en phase avec la réalité, pour l'exemple de l'ordinateur ou l'exemple du Sankara Chakra, par exemple. Eh bien, il faut comprendre cette chose de l'ordinateur et de se poser la question, est-ce que cette chose-là, elle existe comme elle m'apparaît? Bien sûr, la première étape, c'est de dire comment cette chose-là m'apparaît. Ben oui, elle m'apparaît, c'est vrai, j'ai l'impression qu'elle va durer sans arrêt, qu'elle est sublime, qu'elle est incroyable. Est-ce que c'est sa nature? Alors on peut commencer à se demander, est-ce que c'est sa nature d'être incroyable? Si tel est le cas, un ordinateur pour quelqu'un qui a une version bien plus aboutie de cet ordinateur, il ne le verrait pas de cette manière-là. C'est complètement relatif à ma perception à moi qui est cet ordinateur parce que j'ai économisé 5 ans pour l'avoir, par exemple. L'ordinateur par lui-même, il n'est pas incroyable, il n'est incroyable que pour celui qui le trouve incroyable. Les choses autour de nous, on dit la beauté réside dans les yeux de celui qui l'aperçoit, mais c'est vraiment ça, c'est que les choses pour lesquelles on a de l'avidité, elles sont des objets d'avidité parce qu'on a de l'avidité pour elles, elles ne le sont pas par nature. Ça, c'est une des méthodes de sagesse pour essayer de déconstruire cette apparence fictive prise par la méconnaissance. Au Sankara Chakra, ce serait d'activer cette sagesse en disant ben non, mais je crois que ce soir, il y a quand même une réunion. Non, mais il y a quand même une réunion. C'est vrai que bon, j'ai peut-être un petit peu
peut-être un petit peu craqué. C'est vrai qu'il y a, bon, il y a le camion de déménagement qui est là maintenant, alors je ne sais pas comment je vais faire. C'est vrai que, bon, il y a quand même, je regarde le programme. Demain, il y a découvert du bouddhisme. La semaine prochaine, il y a le Péba. Ça va quand même être compliqué de rester avec tous mes meubles. Les gens, je ne sais pas où ils vont s'asseoir. Là, il y a... Comment on va faire? Et petit à petit, bon, ça, c'est l'œuvre de la sagesse. C'est de se dire, mais non, mais il y a un problème. Il y a la manière dont les choses m'apparaissaient, que j'allais rester au centre toute ma vie. Ben, je crois que c'est bien joli. Ça aurait été bien que ce soit comme ça. Ça aurait été bien que la vie soit comme ça. Ça aurait été bien que les choses durent sans arrêt. Ça aurait été bien que les choses ne s'arrêtent pas, qu'il n'y ait pas de fin. Ça aurait été bien que les choses existent d'une manière différente. Ça aurait été bien que je ne sois pas comme ça. Ça aurait été bien que je sois heureux toujours. Ce serait bien que je n'ai pas de problème. Ce serait bien que... C'est toutes ces choses qu'on se répète, qui sont très loin de la réalité. Ce serait bien que l'eau coule dans une autre direction. Ce serait bien qu'il n'y ait pas de nuages dans le ciel. Ce serait bien qu'il ne pleuve pas. Ce serait bien que je sois parfait. Ce serait bien que personne ne me dise du mal de moi. Ce serait bien que... Voilà, on souhaite des choses d'une manière discordante avec les choses comme elles vont nous être présentées par les circonstances. Et donc là, au niveau du centre, ben oui, ben, reconnaître la réalité, ben non, en fait, je me suis trompé. Je me suis trompé, je vais être obligé de partir. Ce soir, je pars, c'est ça. On peut extrapoler à l'apparence qu'on a de ce corps, la manière dont on perçoit notre propre individu, les autres, avec cette promesse, cette hypothèse de travail, qu'en faisant ce travail et en le réalisant profondément, ben, au moment où on doit partir parce qu'il est 6 heures, et ben voilà, on part. Il n'y a pas ce serrement, ce pincement, que les choses qu'on croyait exister d'une certaine manière ont été détruites par une réalité qui me tombe dessus. Non, on n'a jamais pensé que la réalité puisse être autrement. Donc, l'expérience qu'on va faire, c'est maintenant prendre un objet. On peut le faire pour l'impermanence parce que c'est assez simple de comprendre l'impermanence. Après, on pourrait observer ça pour différents types de méconnaissances. On peut dire qu'il y a 4 manières incorrectes de voir la réalité. Ça s'appelle les 4 manières correct. Je ne sais plus exactement, les 4 considérations incorrectes. Il y a considérer l'impermanent comme permanent. Ça, c'est une considération incorrecte. Considérer quelque chose dont la nature et l'insatisfaction comme étant de la nature de la satisfaction. Par exemple, voilà, ce gâteau au chocolat, je pense que là, je vais pouvoir le cuisiner tous les jours et je vais en manger, je pense, 500 grammes, tellement il est bon. Mais sauf qu'après 3 bouchées, on commence à se dire il est assez sucré quand même. Ah oui, j'ai peut-être fait un petit peu gras. 4e bouchée, on commence à se dire bon, ok. Et on arrête. Donc, cette perception que les choses qui sont dans la nature de l'insatisfaction, dans la nature de l'insatisfaction, ça ne veut pas dire qu'elles sont insatisfaisantes tout le temps. Ça veut dire que le côté plaisant du gâteau au chocolat lui-même est transitoire. On appelle ça la souffrance, l'insatisfaction du changement. C'est que même le gâteau au chocolat, il est dans une certaine manière de la nature de l'insatisfaction, puisque le plaisir qu'il va nous procurer, il existe, mais il est transitoire. La 3e, c'est de percevoir l'impur comme étant pur. Alors ça, c'est des termes que j'aime pas trop. Hein. C'est encore une fois une tradition, je trouve, pas très belle, mais pourtant, il faut que je sois précis. C'est comme ça que c'est présenté. C'est d'avoir l'impression, par exemple, que le ciel est complètement pur. Voilà.
je suis à Paris en plein été, je vois le ciel, il n'y a aucun nuage, il est complètement pur. Voilà. Sauf que non, il y a quand même beaucoup de particules fines. C'est de percevoir le pur comme étant impur. Et ça, on peut le décliner pour le ciel, pour l'eau, pour les diamants, pour le corps. Sous le coup de l'attachement, on perçoit les corps comme étant purs par essence. Or, ils ne sont ni purs ni impurs par essence, mais ils ont beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement réjouissantes à l'intérieur de ces corps. Et la dernière, c'est percevoir ce qui est vide d'un soi comme possédant un soi. Ce qui est vide d'un soi comme possédant un soi. Voilà, j'ai l'impression que mon visage, c'est moi. J'ai l'impression que ce visage possède un soi. Or, il est vide de posséder un soi. Mais bon, ça, c'est un petit peu technique, mais c'est pour vous dire, vous parlez de ces 4 considérations correctes, qui sont aussi d'autres manières de parler de la méconnaissance. Donc, on peut avoir des expériences à travers la méditation sur toutes ces bases-là. Comment on se considère nous-mêmes, comment on considère les autres, même quand on fait une méditation sur la patience, qu'on comprend que la personne pour laquelle on a de l'hostilité n'existe pas, n'est pas intrinsèquement détestable, on lutte déjà contre cette méconnaissance. Ok, donc on va faire une petite méditation. On va essayer de faire le point un peu sur ce qu'on a vu durant cette journée, en séquence. Puis après, on va conclure. On peut prendre quelques respirations si on le souhaite en visualisant cette lumière intense qui stimule en nous cette possibilité à la sagacité, à la conscience discriminante. Encore une fois, ce n'est pas la méthode Coué, c'est simplement de reconnaître qu'on a tout ce potentiel, de comprendre profondément pour autant qu'on active en nous cette sagesse. On va prendre 3 grandes profondes inspiration-expiration. Et en ayant l'impression que cette lumière irradie notre corps tout entier. Et que sur l'expiration, elle est absorbée, elle rejoint toutes les parties de notre corps, elle les inonde. On va se souvenir de l'observation qu'on a fait en dépendance de cette conclusion de ce matin. L'observation de cet après-midi, c'était de se dire, voilà, cette méconnaissance, il semblerait qu'elle permette l'émergence de certaines émotions perturbatrices et plus tard d'expériences insatisfaisantes. Et l'hypothèse qu'on a émise était que si on se met en phase avec la réalité, comme il a été rappelé, pas seulement logiquement, pas seulement parce que ça fait sens, mais profondément, si on se met en phase avec la réalité profondément, on peut contrecarrer totalement cette méconnaissance parce qu'on ne peut pas méconnaître la réalité et la connaître en même temps. Ces deux choses sont impossibles
Il est impossible que ces choses soient simultanées dans l'esprit. Donc on va reprendre cet exemple du Sankala Chakra ou l'exemple que vous avez pris dans votre méditation ce matin, l'ordinateur ou autre chose, et essayer de découvrir comment cette chose existe. Essayez de découvrir son impermanence. De comprendre profondément, d'analyser. Et ça, c'est l'antidote de la sagesse. Est-ce que cet ordinateur va se briser? Est-ce que cet objet va se désintégrer, connaître une fin? Est-ce que je vais devoir partir du Sankala Chakra à un moment ou à un autre? Essayons de rétablir cette appréhension correcte de la réalité. Si j'avais perçu que ma présence au Sankala Chakra allait être pour toujours, comprendre que ce n'est pas le cas, va certainement faire qu'au moment où je vais devoir partir ce soir, en tout cas je serai préparé. Peut-être que ça va être insatisfaisant, peut-être que je vais être un peu triste parce que j'aurais peut-être pas tout à fait compris l'impermanence de cette chose, mais en tout cas,
je vais me mettre en marche pour comprendre. C'est un processus, il faut comprendre que c'est un processus qui conduit à une compréhension profonde. Ça se fait par étapes, c'est pas un interrupteur, c'est plutôt un variateur d'intensité. Et peut-être que la prochaine fois, quand je vais avoir l'occasion de percevoir une permanence, où je vais enseigner dans un autre centre et je vais avoir l'habitude de vouloir m'installer, je vais me rappeler, je vais me dire, non, en fait, tu te souviens au centre. Tu devais partir aussi. Et peut-être que cette deuxième fois, au moment où je vais devoir me séparer, quitter ce centre-là, ben, plus aucune expérience insatisfaisante va naître. On voit que c'est un entraînement. Cette sagesse, c'est un entraînement, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir, cultiver avec la méditation. Et que si on supprime cette surimposition de permanence totalement, pourquoi cette expérience continuerait-elle d'être insatisfaisante? Et on peut à présent extrapoler pour quelque chose qui a plus de sens que ce simple exemple-là. On peut parler du corps. Voilà, si je gardais à l'esprit sans arrêt que le corps se transforme, vieillit, qu'avec l'âge les choses faciles deviennent plus difficiles parfois, que ça reste pas seulement quelque chose que je dis, parce qu'il paraît que c'est vrai, mais que j'essaie de profondément observer. Et si j'avais totalement absorbé, intégré cette compréhension de l'impermanence par rapport à mon propre corps, est-ce que je serais insatisfait au moment où je réalise des taches de vieillesse, des rides, les dents qui se déchaussent? Si j'avais depuis longtemps compris la nature même du corps, liée à sa transformation, à la prise d'âge, au vieillissement. Et ce questionnement qu'on a maintenant, ces questions, ces choses qu'on essaie de peser dans l'esprit, qu'est-ce qui le fait
eh bien, c'est cette activité de la conscience discriminante, cette manière de connaître, d'explorer. Voilà, c'est une forme d'émotion, même si c'est pas émotionnel dans le sens où on l'entend d'habitude, mais en tout cas, c'est une manière de connaître. C'est cette sagesse qui comprend profondément, qui essaie de faire résonner les choses en nous. Est-ce qu'on peut arriver à cette conclusion? Si on n'avait plus aucune projection de permanence sur le corps, si on avait totalement compris et intégré et accepté la transformation du corps, alors aucun des changements et des obstacles majeurs que notre corps connaîtrait ne seraient plus des causes à des expériences insatisfaisantes. Comme si, n'ayant plus aucun attachement pour le soleil couchant, je le regardais se coucher simplement. Comme si, le soir, en partant du Sankala Chakra, voilà, je fais le code, je ferme la porte et je m'en vais. Aucun problème. J'ai jamais pensé qu'il puisse y avoir autre chose dans la présence au centre. Alors je vous laisse quelques instants pour le comprendre à la mesure du corps, par exemple, et de son impermanence. Et on voit comment cette activité de la conscience à comprendre la nature des choses comme elle est, va à l'encontre de cette méconnaissance qui a projeté une apparence trompeuse, tronquée de cette chose, qui a perçu que cette chose allait me satisfaire nécessairement, qu'elle allait durer. On voit que les deux directions, la direction de cette conscience discriminante et la direction de cette méconnaissance, sont complètement incompatibles. L'une nous rapproche d'une similitude, en tout cas, entre cet objet apparent et cet objet focal, et l'autre nous éloigne. Notre apparence devient très lointaine de la manière dont cet objet focal existe. C'est en ça qu'on dit que la sagesse discriminante est un antidote à la méconnaissance. Là, et vous allez pouvoir revenir à la session, réouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Et on va maintenant conclure cette session, cette journée Science de l'Esprit, par peut-être un peu plus de clarté sur ce qu'est cette méconnaissance,
Et une conclusion sur cette expérience de se dire, voilà, peut-être que si je défais en moi cette appréciation incorrecte de la réalité en lien à ce que je suis, mon corps, les autres, la manière dont les autres me perçoivent, dont je perçois les autres, dont je perçois mon environnement, peut-être que, mis bout à bout, toutes ces compréhensions peuvent conduire à la fin des perturbations mentales et à la fin de la souffrance des expériences insatisfaisantes qui sont causées par elles. Et on a déjà un peu plus une indication. Alors, il ne s'agit pas ce soir, en fin de journée, de se dire « Ah ouais, ça y est, j'ai tout compris ». Non, simplement avoir comme un signal dans la nuit. Se dire « Waouh, il y a peut-être quelque chose à investiguer encore plus derrière. Il y a peut-être quelque chose qui a du sens profond vers lequel il faut que je passe un peu plus d'énergie, ou j'y revienne en tout cas. » Et ça seulement fait qu'on peut dire déjà que la conclusion elle est positive, que l'expérience qu'on a menée, elle fonctionne un petit peu. Il y a quelque chose de vrai, il y a un signal où on se dit mais on ne parle pas de choses exotiques, hein, je veux dire, on parle de la réalité, on ne parle pas de quelque chose de religieux, on ne parle pas quelque chose euh, de, de transcendantal, on parle simplement de la manière dont on perçoit la réalité autour de nous. Et comment réaccorder la perception qu'on a avec la manière dont les choses existent. Donc on peut se dire en conclusion de cette expérience que oui, peut-être cette sagesse, elle a la capacité à défaire par l'habitude le mode de fonctionnement de cette méconnaissance. Et puis on peut imaginer que si on va jusqu'au bout, on peut complètement s'en défaire. Si on se réhabitue à la connaissance profonde des choses et de nous-mêmes plutôt qu'à la méconnaissance profonde des choses et de nous-mêmes. On peut s'habituer complètement à l'opposé. Et on peut commencer à avoir beaucoup plus d'inspiration pour la libération, pour la bouddhéité, pour ce potentiel de Bouddha qu'on possède tous. Donc voilà, cette dernière partie de la conclusion qui nous permet de commencer à pouvoir inférer avec une base un peu plus solide cet état qu'on dit sans peur. Le Bouddha, c'est un état sans peur. Parce que quand on a supprimé toutes les perturbations mentales, il n'y a plus aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Fearless en anglais. Et l'état de Bouddha est un état sans peur. L'état libéré est un état sans peur également. Sans peur de l'incertitude, sans peur de la dégringolade, sans peur de cette confrontation violente avec une réalité qui était préalablement surimposée de tant d'illusions. La position philosophique, c'est ici que la peur, elle est causée aussi par nos projections et nos perturbations mentales. Que si on arrive à totalement éradiquer cette méconnaissance à la racine, eh bien la peur cesse totalement. Donc on a vu, il faut les méditations analytiques, la familiarisation, il faut ces 3 sagesses, il faut ces 3 entraînements de l'effort joyeux, pardon, ça c'est les perfections. Il faut les 3 entraînements de la moralité, de la concentration, de la sagesse. Bon, les 6 perfections, ça aide évidemment. Perfection, la générosité, la discipline éthique, de la patience, de l'effort joyeux, de la concentration et de la sagesse. Il y a un lien vraiment. Voilà, donc on va faire un break, on se retrouvera en septembre. En septembre, on va changer de perspective, on va commencer à explorer ces facteurs mentaux constructifs. Donc là, on n'est plus dans les afflictions, on n'est plus dans les perturbations mentales. On va essayer de voir sous le même schéma. Je ne sais pas exactement comment ça va s'organiser, parce que je navigue un peu à vue, en tout cas, sur ce programme-là. Comment on va faire pour essayer
de penser ces 4 parties avec les émotions constructives, qui elles sont en lien plutôt avec la réalité plutôt que le contraire. Donc on va peut-être commencer en septembre avec une émotion qui est très importante, dont on ne parle pas assez souvent, mais c'est cette émotion constructive qui nous fait parfois dire non, qui nous fait nous dire non, moi je ne veux pas faire ça parce que je pense que ce n'est pas du tout constructif pour moi, ça ne va pas me rendre service et je refuse de faire ça. Je me refuse de me lancer dans cette activité. On appelle ça la c'est ri, en sanskrit, c'est un peu bizarre, ri, H-R-I, je crois. Enfin, en sanskrit, il n'y a pas d'alphabet, c'est pas le même alphabet, mais la transcription, c'est ri. Et c'est une considération morale de se dire je veux ne pas m'engager dans une certaine action parce que je sais que ça peut être destructif pour moi et pour les autres. On appelle ça parfois la honte, mais encore une fois, la honte, alors là, c'est vraiment un mot qui est très lourd de sens, donc je ne vais pas le... Mais en fait, c'est vraiment de ne pas vouloir s'engager dans des actions non vertueuses parce qu'on a réfléchi qu'on pense que ce n'est pas positif. On vit dans un monde, dans une culture où on pense que la liberté, c'est de faire tout ce qui nous passe par la tête. Le bouddhisme dit non. Le bouddhisme, c'est aussi de savoir dire non, savoir se tenir fermement contre des choses dont on pense qu'elles sont injustes, qu'elles produisent de la souffrance en nous. Et cette capacité à dire non, à refuser de s'engager dans certaines actions, même au moment où on a très envie, par exemple, eh bien, c'est la base de la discipline éthique. C'est la base de donner une direction correcte à notre existence. Et ça, déjà, ça procure potentiellement des expériences satisfaisantes. Donc, c'est cette première émotion constructive qu'on va voir. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a l'effort joyeux, il y a l'amour, le fait d'être consciencieux, la non-violence. Ça, on va pouvoir en parler l'an prochain. Je ne sais pas lesquels on va choisir encore. Il y a la non-attachement, la non-ignorance, il y a la considération pour soi, c'est celle-ci, ri. Il y a apatrapya, qui est la considération pour les autres. Il y en a plein. Donc, on va essayer de voir un peu comment on peut naviguer là-dedans, mais en tout cas, on va passer sur un mode un peu plus positif, ce qui est bien aussi, hein, parce que là, vous avez eu le courage de venir sur ces choses qui ne sont pas faciles, qui sont un petit peu négatives, mais là, je pense que ça va être bien aussi de voir qu'on a ces choses en nous qui sont présentes, ces émotions constructives. Donc voilà ce qu'on va faire à la rentrée. Donc on va faire une petite dédicace, il nous reste 5 minutes, voilà, pour essayer de faire un petit point sur ces choses-là et comprendre que tous ces moments où on a pu cultiver quelque chose aujourd'hui, eh bien ce serait méconnaître la nature de la réalité de penser que ça ne sert à rien. Et même si tout de suite, ça ne nous fait pas agir, ça ne nous pousse pas à l'action, ça ne transforme pas notre existence, eh bien c'est une petite graine dans le désert peut-être, qu'on va mettre dans une serre bien particulière, qu'on va essayer de prendre soin de cette chose-là, lui apporter du bon compost, un environnement ni trop chaud ni trop froid. On va prendre soin de cette graine, ces graines qu'on a plantées aujourd'hui, pour que ces choses puissent mûrir, se développer, s'accroître, transformer notre esprit de fond en comble. Et se rappeler que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas l'effet des choses que l'effet n'existe pas. Que les choses qu'on cultive aujourd'hui n'aient pas, à l'avenir, des répercussions immenses. À travers l'habitude. Parce que quand on se souvient de ça, quand on se souvient du potentiel immense des petites choses qu'on fait, ça dynamise les petites choses qu'on fait et on veut en faire plus et on veut continuer. Si on pense ces petites choses, oh, c'est simplement une petite chose, on oublie, à travers la méconnaissance des effets de ces choses-là, que ces choses peuvent se développer, ben on va se dire, oui, ouais, c'est rien, bon, j'ai passé une journée sur la méconnaissance, bon, ok. C'est vrai que ça, il y a un truc qui fait sens, mais bon,
ça m'a pas poussé à, en tout cas, me dépasser, hein. Là, ça c'est sûr. Ça, c'est une forme de méconnaissance déjà. C'est une forme de méconnaissance qui pense que les choses demeurent comme elles ont été cultivées, qu'il y a une cessation après que ça s'arrête. Non, on a cultivé quelque chose, il faut qu'on le développe encore. Donc puisse ces graines qu'on a plantées aujourd'hui grandir et grandir, grandir, se développer. Puissais-je activer cette sagesse, cette épée de la sagesse. Puissais-je faire en sorte que ce potentiel à la sagesse ne soit plus un potentiel, soit une actualisation de cette sagesse. Puissais-je actualiser la sagesse reconnaissant la nature de la réalité de moi-même, des causes et des effets, du karma. Puisse la lumière de cette épée de sagesse devenir toujours plus lumineuse, claire. Puissent tous les résultats qui seront de toute façon existants en dépendance de cette sagesse me servir à moi et servir à tous les êtres. Puissent tous mes efforts devenir des causes et des conditions à mon éveil, au plein potentiel et à l'accomplissement de mes qualités pour le bien de tous les êtres. Puissais-je aider les autres en leur apportant de la sécurité, en les protégeant des éléments, des choses difficiles, des obstacles. Puissais-je aider à la transmission de l'éducation tellement importante, parce qu'on a vu aujourd'hui que c'est important de connaître ses émotions, simplement pas en regardant, qu'on va comprendre ses émotions, l'importance de la transmission. Voilà, puissent toutes ces choses apporter, se transmettre et apporter plus de paix, de bien-être et d'harmonie à tous les êtres sensibles. Merci à tous. Merci François, On se super. retrouve Merci. en septembre. Merci François. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Merci François, merci beaucoup. Merci. Au revoir François, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Virginie pour ton aide précieuse. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.